C'est assez libre ici, hein? C'est libre? Oui. Je vais croiser les jambes comme dans la grande librairie. Hein, Steven? Effectivement, je... il faut. Ready? Parfait. Ça tourne? Depuis tout à l'heure. Je suis en stress de fou, là. Pourquoi t'es stressé? Je perds mon Toute naturel. ta vie, t'es dans la vie mondaine. Non, bon, hein. je suis pas dans la C'est vie rien mondaine. du tout, là. Hein. T'es juste avec Nesrine. On peut y aller, c'est bon. C'est bon? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspire. Aujourd'hui, je suis avec Franz. Franz, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Franz Junior, j'ai 31 ans. Ok, alors aujourd'hui, tu es venu nous parler de tes différentes activités. Franz est très polyvalent, voilà, il travaille à la fois dans les événements, à la fois sur ton projet de magazine. C'est bien ça, oui. Oui, bah, je te laisse présenter un petit peu ce que tu fais. Donc en fait, en 2013, en août 2013, on a lancé une plateforme avec un ami qui s'appelle Max Flava. Donc ça s'appelait Max Flava Magazine. En fait, on couvrait les événements. Ensuite, on s'est mis à organiser des événements en 2014. Et en 2017, on s'est mis à faire de la privatisation de salles. Donc pour les particuliers et les professionnels qui veulent organiser des événements. Voilà. D'accord, et comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans ce milieu-là? Ben, en fait, j'ai toujours voulu y être, mais sans jamais savoir comment est-ce que j'allais y rentrer en fait. Et à force d'aller dans des événements, de faire du réseautage, des rencontres, voilà, de faire des reportages sur des événements, vous rencontrez d'autres personnes qui vous invitent, qui vous rémunèrent pour que vous puissiez couvrir leurs événements, faire des shootings photos, vidéos. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, vous bâtissez votre réseau. Et après, vous avez des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et après, c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait? Au tout début, tu t'es dit, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir rentrer dans ce monde-là? En fait, c'est que j'ai toujours voulu entrer, comme je disais. Je ne savais pas comment faire. Mais j'avais une motivation, on va dire, qui dépasse un peu la moyenne générale. Quand je veux quelque chose, je vais le chercher en fait. C'est gentil pour les gens qui ne sont pas assez motivés, motivez-vous. Hein. Non, mais sinon, je vous envoie Franz. Il y a des gens, c'est le sport par exemple. D'accord. Le sport va faire qu'ils vont traverser toute la France, ils vont aller à l'autre bout du monde pour pouvoir justement, je sais pas, s'entraîner, rencontrer leurs joueurs favoris. On prend l'exemple des fans par exemple, ils sont capables de traverser des capitales, des pays entiers, d'aller se battre pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich ou du Real de Madrid. Sauf que moi, c'est dans mon activité à moi. C'est la même motivation, mais dans une activité professionnelle, c'est tout. D'accord. Et tu voudrais mener ces projets à quoi? Quelle serait la finalité? La finalité, on y arrive tout doucement, en fait, c'est de bâtir, en fait, comment on appelle ça, une agence d'événementiel et de communication. On y est dessus déjà, en fait. Donc, on avait des bureaux rue Lafayette il y a 2-3 ans. Là, je vais reprendre encore des locaux. Ça va être peut-être dans le 9e. Et donc voilà, on y est puisque j'ai déjà en fait des stagiaires, des gens qui me demandent pour des stages. On m'a demandé hier pour un CDI, quelqu'un qui a terminé un master en communication. Donc j'ai pas mal de demandes déjà en fait. Mais ça a l'air facile quand on le dit en 2-3 phrases, mais ça fait 7 ans de travail. Voilà. D'accord. Donc ça fait depuis 2013. Et tout le long de ces années, qu'est-ce qui t'a fait vraiment avancer? Qu'est-ce qui t'a donné le courage d'aller jusqu'au bout? Parce que 7 ans, c'est très très long. C'est vrai que les gens voient la finalité, voient la vidéo, la photo, etc. Mais on ne voit pas toute la course qu'il y a derrière tout ça, quoi. Ben, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai une vision en fait. Dans tout ce que je fais, j'ai une vision. D'accord. Parce que j'estime que si vous voulez aller plus loin que vos objectifs, il faut avoir une vision. Vous pouvez atteindre vos objectifs, mais si vous n'avez pas de vision, vous n'irez pas plus loin en fait. Ce que j'appelle vision, c'est par exemple pouvoir laisser quelque chose aux enfants de nos enfants. Voilà, c'est pas réussir seulement pour atteindre mes objectifs, avoir une réussite financière, matérielle, mais c'est mettre en place des systèmes, des organisations qui vont bénéficier aux enfants de nos enfants. Voilà. C'est ça, moi, ma vision des choses dans ce que je fais. Donc c'est ça qui t'a encouragé tout au long de ces années, parce que je pense que tu as eu des difficultés quand même. Oui. C'est pas facile ce monde-là, parce que c'est vrai que tu fais du networking, tu fais des rencontres, mais c'est pas tout le monde qui est ouvert à tes projets, c'est pas tout le monde qui voit un certain potentiel quand tu débutes. Donc toi, comment tu as fait pour les convaincre? Comment tu as fait pour tenir bon justement? En fait, comme on était focus et qu'au début je faisais ça, j'étais salarié à côté, et très vite, je me suis mis au bout de quelques années à plein temps dans l'activité. Et en fait, quand vous êtes focus, les portes elles s'ouvrent beaucoup plus rapidement qu'on le croit, même s'il y a beaucoup de barrières, etc. Mais nous, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas dire que c'est naturel, mais en fait, voilà, j'étais très motivé, je ne voulais pas lâcher l'affaire. Et j'adore les challenges en fait. J'aime bien quand c'est un peu dur. J'aime bien quand vous ne pourrez pas organiser des événements dans tel endroit. Ok, on va le faire. Voilà, j'aime bien ces genres de challenges. Donc pour toi, un non, c'est pas une réponse? Non, parce qu'émotionnellement, j'ai dépassé ce stade-là. Quand quelqu'un me dit non, je sais qu'il me faut plusieurs noms pour avoir un oui en fait. Donc ça ne me dérange pas de me prendre 10 noms.
je sais qu'au bout du 11e, j'aurai un oui. Voilà. Donc ça, c'est important à dire parce que s'il y a des personnes qui sont derrière leurs écrans et qui veulent se lancer justement dans l'organisation d'événements ou dans n'importe quel projet, ça, on l'avait déjà dit dans une interview précédente, un non, ça ne veut pas dire un non définitif déjà, généralement. Donc on peut toujours négocier. Et puis, c'est vrai que ce qu'on ne voit pas derrière, c'est le fait de recevoir tellement de non et de garder quand même le courage et la confiance pour se dire, bon, je vais réussir à avoir un oui, que ça soit pour cet événement, que ça soit pour ce lieu, que ça soit pour ce projet. Donc toi, tu fais comment pour un petit peu transformer et te donner cette confiance en toi pour te dire, bon, j'ai eu un non, j'en ai eu 2, j'en ai eu 5, j'en ai eu 10. Comment tu fais pour changer un petit peu En fait, moi, ce que je fais, c'est que je lis pas mal de livres de développement personnel. D'accord. Et le plus important aussi, je travaille mon état d'esprit en essayant d'avoir le plus de positif possible. Ouais. Je m'entoure de personnes qui sont positives et qui ont des objectifs dans leur domaine respectif. C'est-à-dire que si vous êtes avec des gens, voilà, excusez-moi l'expression, ils sont un peu endormis, ils sont toujours oui, le système nous oppresse, oui, on va mourir si on sort demain, oui, c'est la fin du monde, oui, l'apocalypse, quoique avec le coronavirus, oui, bon là, on n'était pas très loin de la réalité. Dieu merci, ça a duré que 2 mois. C'était un peu compliqué. D'après ce qu'ils disent, mais si vous êtes tout le temps avec des gens qui sont dans un état d'esprit négatif, en fait, vous allez finir par leur ressembler. Donc, je préfère marcher tout seul ou avec une personne plutôt que de me retrouver avec des gens qui ont le même état d'esprit mais qui est négatif, parce que je sais que je vais avancer beaucoup plus vite même en étant tout seul, parce que l'état d'esprit c'est important, c'est ça qui va faire que le matin vous vous levez, c'est ça qui va faire que vous êtes motivé quand même tout va dans le sens contraire. Voilà. Donc pour toi, tu as beaucoup de lecture ou peut-être d'écoute, parce que maintenant c'est possible d'écouter les livres avec Audible. Non, je suis un peu à l'ancienne sur ça, moi j'achète les livres. Toi tu lis. Ouais, j'achète donc quel livre par exemple tu pourrais conseiller à des personnes il y a des livres qui ont vraiment, ouais, je pense, qui m'ont boosté, qui ont vraiment changé ma vie sur plein de choses. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, Comment se faire des amis de Dale Carnegie pour travailler son relationnel avec, en société, etc. Le leader qui est en vous de Dale Carnegie, L'art de la guerre de Sun Tzu, un grand classique, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un livre qui s'appelle, comment il s'appelle déjà l'autre livre là, Comment engager la conversation et se faire des amis, j'ai oublié le nom de l'auteur. Et en 7e, je citerai la biographie de Malcolm X et la biographie de Martin Luther King aussi également. Et ça, c'est vraiment des livres très intéressants. Et pour les personnes qui n'aiment pas trop prendre le temps de lire et qui préfèrent écouter, il y a certains livres que tu nous as cités. Ils sont tous en audio, ils existent tous en audio. Voilà. Et vous pouvez les trouver gratuitement sur YouTube. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse, il n'y a pas d'abonnement à prendre. Mais je vous mettrai du coup dans la description et dans les informations tous ces livres-là qui ont été cités par Frantz. Parce que c'est vrai que le fait de lire ou d'écouter un livre vraiment qui travaille sur la positivité et l'encouragement, là vous êtes dans un monde, c'est votre ami en fait. Enfin, je sais pas si tu ressens ça comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve que quand tu es dans un livre ou dans une écoute, tu te dis bon, là il y a une personne qui me donne des conseils, faites-en vos amis en fait. C'est vrai qu'on est dans un monde où les gens aiment trop être entourés, mais vaut mieux être très peu entourés. Ça nous permet de nous rassurer aussi. Oui. Donc, on se dit ah mais de toute façon il a raison. Ça ne marchera jamais si je lance mon site web, si je fais ma marque de vêtements, si je fais des études supérieures, si je deviens avocat, si je deviens médecin, ça ne marchera jamais. Surtout quand on vient d'un milieu social où, excusez-moi du terme, mais l'échec est un peu malheureusement une norme et quelque chose de facile pour les gens. Mais on pense que de toute manière, c'est pas grave. Voilà. Et malheureusement, quand on reste avec des gens comme ça, on finit par leur ressembler. Vous traînez avec 5 personnes, vous serez la 6e qui va finir par leur ressembler. C'est mathématique. Et ça, c'est vraiment très bien expliqué dans Père riche, Père pauvre, parce que c'est un garçon qui raconte un petit peu son histoire, parce que lui, il a un père qu'il appelle Père pauvre, parce qu'il a une mentalité pauvre, en fait, qui mène à une vie un petit peu pauvre. Et le père riche, c'est le père d'un de ses amis, en fait, qui lui donne des conseils, parce que lui, il a une mentalité un petit peu plus riche et qui lui permet de penser différemment. Donc il a son père pauvre entre guillemets qui lui montre la voie de la sécurité mais qui mène à rien parce qu'il passe sa vie à travailler, et le père riche justement lui à son tour lui montre que tu n'as pas besoin de travailler et d'user ta santé au maximum pour pouvoir réussir ta vie. Justement, tu peux te débrouiller autrement. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Oui. C'est l'exemple en fait de la société actuelle où vous avez le premier schéma classique qu'on nous a tous appris à l'école, travaillez dur, venez à l'heure. Mettez de l'argent de côté, épargnez, achetez une maison, faites un crédit sur 20 ans, payez les études supérieures aux enfants, etc. Et le schéma du papa, dont j'ai oublié le nom, je crois, le père pauvre, voilà, c'est ça, où il est dans l'investissement, la création de valeur via l'entrepreneuriat, c'est le père riche, etc., celui qu'on appelle le père riche. Donc il est là, en fait, il lui apprend les bases en fait, de l'éducation financière, avec les actifs et les passifs, qu'il faut avoir plus d'actifs
que de passifs. Voilà, les actifs, c'est ce qui vous rapporte de l'argent et les passifs, c'est tout ce qui vous en fait dépenser, etc. Comment investir, comment créer de la valeur, comment créer de la richesse, etc., etc. Ce qui est important dans ce livre, c'est de vous expliquer que vous pouvez faire de l'argent en dormant, parce que c'est vrai que c'est beaucoup repris maintenant par les New Coach 2.0, mais c'est très important à garder en tête. Ça veut dire que c'est bien d'avoir un travail, je pense qu'on est tous passés par là, d'avoir un travail qui vous rapporte de l'argent, mais gardez toujours vos projets dans un coin de votre tête. Je pense que tout le monde a un don, tout le monde a quelque chose qui fait mieux que d'autres personnes. Donc si toi c'est l'organisation d'événements, que tu es une personne très organisée, qui sait s'approcher des gens et faire de nouvelles rencontres, et ben toi tu as utilisé ça à ton avantage en fait. Et ça c'est vraiment super. Je pense que ça rejoint beaucoup cette idée de ce livre. Hein. Oui, parce que des fois on cherche des idées qui sont très lointaines, alors que des fois on a un don pour quelque chose. Il faut juste être focus et mettre en pratique. Parce que des fois on veut, je veux innover. C'est bien d'innover. Mais des fois, pour ceux qui sont croyants, Dieu met en nous des capacités. Et en fait, c'est ça, on a tous un talent. Et si vous estimez ou si vous n'avez pas de talent particulier, mettez-vous avec des gens qui ont une vision, au moins. Et comme ça, parce qu'on a tous besoin de gens autour de nous. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Même si vous avez du talent, vous ne pouvez pas faire 4-5 choses en même temps. Mais si vous avez 4-5 personnes, vous irez beaucoup plus vite. Et donc pour toi, l'entourage, c'est vraiment un point très important si on veut avancer dans la vie. C'est important. J'avais lu ça dans des livres il y a quelques longues années. Mais oui, en fait, c'est important. Il faut choisir son cercle. Il faut faire attention avec qui est-ce qu'on marche et avec qui est-ce qu'on fait des projets aussi. Voilà. Ce que je disais avant qu'on soit coupé, c'est justement que les livres peuvent être très importants parce qu'on est dans une société où on a très envie d'être entouré, malheureusement par les mauvaises personnes. Il vaut mieux que vous preniez le temps pour vous, en fait, de nourrir vos connaissances en lisant ou en écoutant ces livres qui sont très intéressants que tu as partagés avec nous. Faites-en votre ami en fait, parce que si vous écoutez ce livre, moi je sais que j'ai ressenti ça, quand tu écoutes un livre, tu as l'impression d'avoir un ami qui te donne des très bons conseils et puis ça te permet d'exercer. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent apprendre l'anglais, les livres sont en anglais généralement. Je trouve que ça aide parce que justement tu as ce premier ami qui va te donner de la positivité, qui va t'aider à arriver à tes objectifs, à te pousser à l'avant. Je ne sais pas si tu ressens la même chose quand tu lis. Tu es un petit peu dans un monde positif, justement. Si, des fois, on lit des trucs et il y a des phrases, ça nous parle. On dit, mais le truc, il a été écrit quand? On regarde, 1920, 94 ou en 1980. Et en fait, on se dit, ah ouais, ça me parle en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je lis Stratégie de prospérité de Jim Rohn, je me reconnais dedans. Quand il donne un passage, à un moment, il dit, oui, apprenez à découvrir ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes peut-être parisien et vous n'avez jamais été au musée du Louvre. Des trucs tout bêtes, par exemple. Ouais, c'est fou. Il a raison, en fait. T'as jamais été au musée du Louvre? Les gens voyagent, ils viennent, ils économisent 1 an, 2 ans juste pour venir à Paris. Et nous, on a la chance d'avoir toute cette richesse culturelle, on n'en profite pas, par exemple. Et en plus, il y a des associations, j'ai plus le nom, j'essaierai de vous retrouver. Il y a une association qui est spécialisée dans ça, qui offre en fait des tours dans différents quartiers de Paris pour faire découvrir soit les œuvres d'art, soit les musées, etc. Et c'est gratuit, si je me rappelle bien. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai en dessous. J'ai écouté ça à la radio. Et il y a plusieurs associations comme ça qui ouvrent des visites ouvertes un petit peu à tout le monde. Et je trouve ça vraiment génial. Même les bateaux-mouches, au final, on en apprend vraiment beaucoup. J'ai jamais fait les bateaux-mouches. Enfin, peut-être quand j'étais petit, en primaire, ils nous ont emmenés, mais j'ai oublié. Mais tous ces trucs-là, ouais. Après, mais tu devrais, on est souvent invités dans les événements, tout ce qui est musée, galeries d'art, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'activités que nous, en tant que Parisiens, ou même personnes qui habitent en banlieue, donc à proximité de Paris, on n'en profite pas assez. Toute la richesse culturelle qu'il y a à Paris. C'est un peu honteux quand c'est des touristes qui vont dire « Vous savez qu'il y a ça là-bas vous habitez ici ?» Oui, oui. On se regarde comme ça, il y a un blanc, genre « Ah ouais, ok, d'accord. » Parce qu'en fait, on a tout ça à côté de nous. On ne se rend pas compte. De la richesse qu'il y a en France, culturellement, socialement, etc., on ne se rend pas compte. C'est vrai que quand on réfléchit en voyant la situation des touristes qui font des économies des fois pendant des années juste pour venir voir Paris, et c'est pas juste Paris et la Tour Eiffel, c'est vraiment Paris et les musées et les sorties et les quartiers historiques, et je trouve que c'est très important. Et si on a des étudiants derrière vos écrans, demandez à vos écoles, demandez à vos collèges, n'ayez pas honte. C'est vrai qu'il y a toujours cette connotation de se dire « Ah, mais tu vas au musée, c'est nul ». Moi, j'ai eu un truc qui s'appelait le club musée quand j'étais au collège, et tous les mercredis, on découvrait un nouveau musée. Et moi, je me rends compte qu'avec les années, ça m'a beaucoup ouvert mon esprit, que ça soit à l'art ou que ça soit les personnes qu'on va rencontrer dans un musée, c'est des personnes différentes qu'on va rencontrer dans un quartier ou des personnes différentes qu'on va rencontrer en voyage. Je trouve que c'est très important de s'ouvrir comme ça culturellement et profiter de la chance que vous avez si vous êtes à Paris ou même si vous êtes dans d'autres villes. Maintenant, il y a Ouigo, quoi.
Tu prends un Ouigo, 10 €, tu viens à Paris, tu t'organises un petit tour, et puis il y a des livres qui aident à ça, le routard. Moi, ce que je fais, c'est un truc tout simple. J'ai toujours ma petite caméra avec moi. Des fois, je me promène dans des quartiers où j'ai jamais été à Paris. Des fois, je vois une expo, je vois un événement. Et plein de fois, ça m'est arrivé. Je peux rentrer? Je dis oui, vous pouvez rentrer. Et je découvre des œuvres d'art qui ne me parlent pas forcément. Je ne vais pas mentir. Mais juste pour découvrir autre chose, en fait. Juste pour pas me dire, ok, je vais aller dans les mêmes quartiers, je vais faire ceci, cela. Je vais dans tel quartier, je me pose, je bois un verre, je mange avec quelqu'un. Si d'habitude, je me pose dans tel café ou dans tel restaurant, ben, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais aller à l'opposé, je vais aller dans un autre café, dans un autre restaurant. Pour découvrir autre chose et pas rester sur ses acquis et ses habitudes. Voilà. Oui, c'est vrai. Il faut essayer de sortir dans différents endroits parce que je trouve que chaque rencontre est différente selon l'endroit. Même tu nous parles de café, ben, tu vas dans un café, dans un endroit, tu vas rencontrer des personnes différentes. Parler avec les gens, il n'y a pas de honte justement parce que ça travaille la sociabilité et la sociabilité, ben, maintenant c'est indispensable. C'est un truc en France, parce qu'on n'est pas dans les pays anglophones, par exemple, j'ai vécu un peu aux États-Unis, même si c'est très capitaliste, mondialisé et tout. Ils sont très. Les gens pouvaient parler avec les gens comme ça dans la rue. En France, le moins de trucs, vous demandez comment on fait pour la République. Les gens, ils tracent leur route. Tu vois, donc, moi, j'essaye de ne pas perdre ça. C'est-à-dire que je peux parler avec quelqu'un qui a 70 ans, quelqu'un qui a 40 ans, qui a 20 ans, 30 ans. Et en fait, vous découvrez plein de choses. Parce que si vous êtes dans un état d'esprit où vous dites que vous allez découvrir, apprendre de l'autre, ouais, vous allez apprendre plein de choses. Mais si vous êtes fermé, on en revient à l'état d'esprit, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je parle qu'avec les gens qui me ressemblent, qui font les mêmes activités que moi. On fait les mêmes activités. Ouais, vous n'allez pas aller bien loin. Bah, vous n'allez jamais sortir de ce cercle-là et ce cercle-là peut devenir assez vicieux parce que vous allez être entouré par les personnes qui vont un petit peu nourrir la négativité que vous avez en vous. L'objectif de votre vie, c'est d'avancer. Moi, il y a quelque chose qui m'a aidé, qui rejoint un petit peu ce que tu nous disais par rapport aux enfants, de léguer quelque chose aux enfants de tes enfants. C'est vrai que quand tu te dis, bon, bah, quand je serai adulte, je vais construire une famille, j'ai envie du meilleur pour eux, bah, forcément, tu vas pas vouloir rester dans ce cercle-là. Hein. Je sais pas si tu es d'accord, mais tu as envie de faire autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Tu as envie de te dire, bon, moi, j'ai eu une vie comme ça, peut-être qu'elle est complexe, mais ouais, je vais réussir. C'est dans votre tête, en fait. Si vous vous dites, bah, je vais rencontrer que des personnes positives, je vais travailler sur un projet, je sais pas, par exemple, moi, pour mes interviews, bah, je me mettais aucune pression, mais je me disais, bon, bah, tu vas approcher les gens, tu as des personnes autour de toi qui ont de super projets, qui vont venir, qui vont partager, qui vont vous encourager, vous qui nous regardez. Et je trouve ça trop génial parce que, voilà, bah, des personnes comme toi, qui sont très occupées, au final, tu te dis, bon, bah, voilà, il prend le temps de venir parler avec vous et vous conseiller. Ça, c'est vraiment génial. Enfin, occupé, on a toujours une petite invite pour toi à la Fashion Week. Bon, enfin, sinon, tu nous relances quand on le fait pas. Hein. Et là, du coup, par rapport aux événements, avec le Corona, du coup, ça a tout retardé En fait, pour la location de salle, on a 3 espaces. Un loft dans le 9e qui fait 120 mètres carrés. On travaille avec un théâtre à Montreuil qui fait 145 mètres carrés. Et le lounge Diane Diallo qui est dans le 20e à Gambetta. On n'avait pas le droit d'ouvrir. Donc, on n'a pas ouvert. On a ouvert seulement là depuis le mois de... C'était quand est-ce que les restaurants ont pu ouvrir, je crois, début juin, un truc comme ça. C'est à ce moment-là qu'on a pu réouvrir seulement et faire des locations. C'est un peu chaud en ce moment, mais tout ce qui est événement à l'extérieur pendant l'été, ça marche bien. On avait prévu d'en faire. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour cette année. D'accord. Voilà. Et du coup, pour ton projet d'agence, ça avance bien. Ces stagiaires, ils viennent rechercher quoi chez toi? En fait, les stagiaires, ils nous contactent parce qu'ils voient beaucoup via Instagram. D'accord. En fait, ils cherchent une structure, ils pourront faire un stage en BTS, en licence ou en master et apprendre en fait. Voilà. Mais d'ici la fin de l'année, on va reprendre un local et là, on pourra prendre des stagiaires. Eh ben, c'est super, ils auront une belle expérience en tout cas. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer dans leur propre projet, même si personne n'y croit par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Le truc, en fait, si personne n'y croit, déjà vous devez être la première personne à y croire. Déjà, si vous n'y croyez pas vous-même, déjà c'est mort. Parce qu'en fait, vous allez tellement tomber sur une accumulation de petites choses qui vont faire des trucs tout simples. Vous avez un rendez-vous important, vous devez faire une présentation de votre nouveau site web et la Wi-Fi, elle ne marche pas. Ça rend fou, ça, on a tout prévu et la Wi-Fi, elle ne marche pas. Imagine, je sais pas, tu avais rendez-vous à Lyon, le train il a été annulé, tu es obligé d'aller en covoiturage. Tu es obligé de reporter le rendez-vous 2 heures après ou le lendemain. C'est une accumulation de petites choses qui font que vous dites non, c'est mort. Je préfère rester dans mon petit travail, avoir mon petit salaire, j'ai mon diplôme, blablabla, blablabla. Et voilà, en fait, ça amène à ça. C'est vrai que par rapport au travail assez stable, voilà, de la petite routine quotidienne, etc., sur le moment, ça paraît assez sécurisant. Mais projetez-vous quelques années après, quand vous allez construire vos familles et vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui m'a empêché de me lancer dans ce projet? C'est vrai que ça paraît insurmontable, mais si vous ne testez pas,
vous allez vivre avec une frustration qui va vous ronger de l'intérieur, hein, certes. En fait, pour faire très court, moi je parle beaucoup avec des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de plus que moi. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent. Le fait qu'ils n'aient pas en fait réalisé ce dont ils avaient envie et ce que certains même pouvaient faire quand ils avaient 20, 25, 30 ans ou 35 ans. Et après, le train-train quotidien, c'est un rouleau compresseur. Le travail, les impôts, la femme, le crédit, tout le monde est confronté à ça plus ou moins. Donc c'est difficile, une fois que votre jeunesse ou que votre âge d'or ou peu importe est passé, de se dire ok, à 40 ans je me lance dans un projet. C'est pas que c'est difficile, mais en fait c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez une responsabilité. Quand vous avez 20 ans, 30 ans ou 35 ans et que vous vivez tout seul, vous n'avez pas de responsabilité familiale et que vous sortez 2-3 000 euros ou 10 000 euros pour un projet de votre poche, bah, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller retourner travailler et vous referez cet argent. Ça n'engage que vous en fait, voilà. ça n'engage que vous. Mais quand vous êtes en couple et que vous sortez 5 000 euros, ce qui n'est pas une somme énorme en vrai pour un projet, mais que en fait sur le compte épargne, ça fait 5 000 euros en moins, à votre femme, vous allez sentir à la maison, ça va être différent. Je crois qu'elle ne va pas trop apprécier. Les repas de famille, vous allez passer en featuring devant la télé. Hein. Voilà. Donc si ça ne marche pas, vous allez sentir c'est quoi les problèmes. Hein. Enfin voilà, en tout cas, prenez le courage de vous lancer dans vos projets, même si personne n'y croit, comme tu as dit, soyez le premier à croire en vous, parce que si vous-même vous ne croyez pas à votre projet, ça va être difficile d'intéresser les autres. Et lancez-vous, il n'y a pas d'âge pour se lancer, il n'y a pas de je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis une femme. Non, lancez-vous, faites-le, au moins vous n'aurez pas le regret de ne pas l'avoir essayé. Hein. Il faut pas se mettre des limites. On nous a éduqués comme ça à l'école en France. Où vous voulez faire du journalisme, ben en fait, il faut faire l'école de journalisme qui est dans le 13e, il faut payer 5 000 euros par an, blablabla. Alors qu'il suffit d'acheter une caméra, vous mettez un micro, vous avez 2 trépieds, vous avez de l'éclairage, et ça y est, vous pouvez lancer votre émission sur le web. Et potentiellement, avec YouTube, vous avez 1 milliard de personnes qui peuvent vous regarder. Donc, si vous arrivez à attraper 1% ou 0,5% de 1 milliard, je pense que ça va quand même. Vous n'avez pas besoin de payer des études pour faire journaliste, aujourd'hui en tout cas. Mais c'est comme ça dans plein de choses, dans l'événementiel, dans l'entrepreneuriat. On nous a fait croire qu'il faut 100 000 euros pour se lancer. Il faut un cadre. Oui, il faut ouvrir une entreprise d'abord. Il faut d'abord payer les impôts. Oui, d'accord, ça va venir ça, mais lancez-vous déjà. Sinon, vous n'allez rien faire. Et je connais des gens, quand on avait 20 ans, ils me disaient oui, je vais faire ci, ça. Aujourd'hui, on a tous 30 ans, 32 ans, 33 ans. Ils n'ont toujours pas fait ce dont ils parlaient il y a une dizaine d'années. Parce qu'ils attendent le bon moment. Ils attendent le budget. Ils attendent qu'on leur ouvre des portes. Ils attendent. Mais oui, mais les portes, il faut les ouvrir vous-même. Et puis, pour n'importe quel projet, je pense qu'il faut trouver quelque chose qui nous démarque aussi. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites. Il y aura toujours des gens qui auront plus de moyens que vous. Ça veut dire que votre avantage, ça va être juste comment je me démarque. Pourquoi moi, mon projet, il est mieux, même si c'est, comme tu as dit, dans l'événementiel ou une émission ou quoi que ce soit. Trouvez quelque chose qui fait de vous une personne différente. Trouvez un problème que vous voulez résoudre. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire encore. Hein.